Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au sommaire de ce 13h. Le tout premier colloque de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Les travaux se sont déroulés les 19 et 20 novembre dernier dans le district d'Abidjan. Les experts ont échangé sur des stratégies efficientes. Le district d'Abidjan accueille également le 5e Salon international des industries agroalimentaires, plastiques et de l'emballage de l'Afrique de l'Ouest, l'Agrofood 2018. Plus de 80 exposants montrent leur savoir-faire technologique. Enfin, le Sud-Coréen Kim Jong-yang prend les commandes de Interpol, organisation internationale de police criminelle. Il a été élu aujourd'hui lors de la 87e Assemblée générale de cette institution. Soyez les bienvenus, des experts ivoiriens, africains et français ensemble pour lutter efficacement contre le terrorisme. Ils se sont réunis les 19 et 20 novembre dernier dans le district d'Abidjan lors du tout premier colloque de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Objectif, échanger leurs expériences et connaissances en matière de riposte antiterroriste. Le point avec Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Durant 2 jours, stratèges, universitaires et professionnels engagés dans le combat contre le terrorisme dans le monde ont échangé autour du thème « Lutter contre le terrorisme aujourd'hui, réflexion, coordination et action ». Cette rencontre qui intervient comme la première activité de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme de Jacquesville vient renforcer les capacités techniques et opérationnelles de l'ensemble des acteurs de la lutte contre le terrorisme. Aussi à présenter aux différents partenaires de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme dont l'ouverture officielle est prévue d'ici la fin 2019. Ce symposium est donc le symbole de ce que nous souhaitons ensemble construire sur le continent africain, un espace d'échange, de réflexion, d'apprentissage et d'entraînement, un creuset de la coopération internationale, de l'interministérialité et de l'excellence qui permettra à tous de venir apprendre dans les meilleures conditions. L'Académie a démontré sa vocation d'être un haut lieu d'apprentissage et d'exercice pratique à tous les niveaux, opérationnels, tactiques, stratégiques et judiciaires, ainsi que de tous les acteurs impliqués dans la lutte contre le terrorisme. Nous voulons faire de cette académie un instrument collectif de lutte contre le terrorisme et toutes les autres formes de criminalité qui fragilisent notre espace vital. Coordination de la lutte antiterroriste, exploitation des renseignements, anticipation, neutralisation et traitement judiciaire ont été, entre autres, les questions essentielles abordées lors de ce colloque. D'autres rencontres sont annoncées dans les mois à venir. C'est en novembre 2017, lors du sommet Union européenne-Union africaine à Abidjan, que les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron ont annoncé leur volonté commune de créer un centre antiterroriste en Afrique de l'Ouest. Un tout autre sujet à présent, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro veut améliorer la qualité de son enseignement. Et pour atteindre cet objectif, il a signé récemment 2 conventions avec des établissements français d'excellence. C'est dans le cadre du contrat de désendettement et de développement. Les détails avec Marie-Laure Ngouran. Nouveau partenariat entre l'Université Paris-Dauphine en France et l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. L'établissement public d'enseignement supérieur de recherche français spécialisé dans les sciences des organisations, des marchés et de la décision signe une convention avec l'INPHB. L'Université Paris-Dauphine va apporter son appui à la transformation pédagogique de l'ESCAE, l'École supérieure de commerce et d'administration des entreprises de l'INPHB. C'est un accord cadre qui, dans une première phase, consiste à opérer un audit, une analyse des programmes de formation de l'INP, d'apporter une expertise internationale, de participer à la formation de formateurs. Donc c'est une perspective importante pour les étapes d'accréditation de l'INP. Le plus grand bénéfice, c'est les élèves non seulement de la Côte d'Ivoire, mais de la sous-région qui viendraient dans nos différentes écoles à Yamoussoukro pour faire leur formation dans différents domaines, que ce soit dans l'agronomie, que ce soit dans
dans les mines, dans le commerce. Et aujourd'hui, Paris Dauphine va accompagner notre école de commerce dans la révision de ce programme. Autre partenariat scellé en France par la délégation ivoirienne conduite par le ministre Albert Mabry-Touaqueus dans le cadre du CEDT. L'INPHB et le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, renouvellent 5 ans après leur collaboration portant, entre autres, sur la formation des formateurs, la promotion de l'entrepreneuriat, l'appui au dispositif de l'enseignement virtuel. Nous serons encore plus présents en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Yamoussoukro, dans tout le pays, pour former les Ivoiriennes et les Ivoiriens à de nouveaux métiers, à de nouveaux sujets, et dans une vraie interaction et dans une vraie construction avec les deux pays, et pour l'amitié entre nos deux peuples. Le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, fondé en 1794, s'attelle à la formation tout au long de la vie, la recherche et la diffusion de la culture scientifique et technique. Le CNAM et l'INPHB de Yamoussoukro renforcent donc leur partenariat en vue de contribuer à la compétitivité des entreprises, à la création d'emplois et au développement de l'innovation. C'est aujourd'hui la journée mondiale de la télévision. Cet événement, initié par les Nations Unies, veut encourager les échanges mondiaux de programmes télé. En Côte d'Ivoire, on note plus de 90% de couverture audiovisuelle. Le point avec Franck Quadio. Informer et transposer le réel au virtuel par le son et l'image, la mission de la télévision reconnue depuis 1996 par les Nations Unies. Une journée mondiale donc pour célébrer l'instrument. C'est la traduction de l'engagement des États à communiquer, mais aussi à favoriser l'interaction et l'interconnexion. En Côte d'Ivoire, le gouvernement a consenti d'importants investissements pour le développement de l'audiovisuel. Notamment dans l'équipement et la réhabilitation de la radio-télévision ivoirienne, qui couvre aujourd'hui plus de 96% du territoire ivoirien et affronte sans complexe la concurrence qui naît de la libéralisation de l'espace télévisuel, étant notamment aujourd'hui la première chaîne regardée en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, le gouvernement engagé dans le processus de migration vers la télévision numérique terrestre, TNT, a dès 2016 autorisé 4 nouveaux opérateurs, portant ainsi le paysage audiovisuel national à 7 chaînes disponibles en accès libre dès cette année, en accompagnement des 7 bouquets satellites. Et pour accompagner l'outil, une entité de régulation est formalisée avec la création d'une autorité administrative indépendante, ACA, pour le respect de l'éthique et de la déontologie. Ces efforts en vue d'améliorer l'écosystème audiovisuel en Côte d'Ivoire permettront aux populations ivoiriennes de bénéficier de programmes plus riches et adaptés à leurs attentes. Certes, beaucoup reste à faire pour que notre télévision figure au rang des meilleures de ce monde, mais notre département ministériel travaille en étroite collaboration avec les premiers animateurs médias télévisés au renforcement des acquis et à l'innovation des outils de production télévisuelle. La télévision, qui, rappelons-le, s'est développée en 1920 après l'apparition de la radio en 1906. Des grèves à répétition dans l'administration publique ivoirienne. 3 organisations syndicales ont déposé récemment des préavis. Le ministère de la fonction publique les invite aujourd'hui au respect strict du droit du travail. Les précisions de Grace Kando. Organisations syndicales issues des secteurs de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques et du transport projettent des grèves dans les prochains jours. À l'origine, l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Des grèves qui viennent s'ajouter à celles déjà entamées par les personnels de santé, des préfectures et des pompiers civils. Face à toutes ces revendications à caractère social, le ministère en charge de la fonction publique est monté au créneau pour rappeler les conditionnalités des grèves en Côte d'Ivoire. Il y a un processus de conciliation préalable au cours duquel les deux parties essaient de s'entendre de façon amiable dans le cadre du dialogue et de la concertation, de manière à venir à bout des revendications émanant des collectifs de travailleurs. S'il n'y a pas eu d'entente entre les grévistes potentiels, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore de grève, il y a peut-être des menaces de grève, mais il n'y a pas encore de grève, on s'adresse au chef du département ministériel pour dire combien
le gouvernement est soucieux de la prise en charge de ce type de revendication. Si à ce stade, les renégociations n'aboutissent pas, on n'élève le débat au niveau du chef du gouvernement. Il dispose de plus de ressources, de plus de moyens pour prendre en charge et traiter ce type de revendications. Ces 3 organisations syndicales sont membres des collectifs et des plateformes des syndicats ayant signé le protocole d'accord portant trêve sociale le 17 août 2017. À ce jour, ce sont plus de 900 milliards de francs CFA qui ont été décaissés par le gouvernement pour le déblocage des avancements, la révalorisation indiciaire et le paiement du stock des arriérés au profit des fonctionnaires et agents de l'État. Tout ce décaissement que le gouvernement a fait à la satisfaction des Ivoiriens dans leur ensemble et particulièrement des fonctionnaires, c'est d'énormes efforts. Et donc à ce titre et en contrepartie, le gouvernement chaque fois en appelle aux grévistes de venir au dialogue pour lequel ils se sont engagés et à respecter les dispositions du protocole d'accord portant trêve sociale. Le ministère de la fonction publique insiste sur la nécessité du respect du contenu et de l'esprit de l'accord portant trêve sociale. Dans l'actualité également, le 5e Salon international des industries agroalimentaires, plastiques et de l'emballage de l'Afrique de l'Ouest. L'Agrofood se tient du 20 au 22 novembre prochain dans le district d'Abidjan. Plus de 80 exposants de 17 pays, dont la Côte d'Ivoire, proposent leurs produits et montrent leur savoir-faire technologique. Lansini Bakayoko les a rencontrés. C'est la première fois que cette exposition, la 5e du genre sur le continent, se déroule en terre ivoirienne. Ce qui nous intéresse le plus, c'est l'agroalimentaire. C'est-à-dire tout ce qui est snack, la farine, le riz, les bonbons et aussi les détergents. La Côte d'Ivoire, c'est un bon marché. Comme cette entreprise allemande, de nombreux autres exposants internationaux présentent leurs derniers produits et profitent de l'occasion pour développer de nouvelles affaires. La Côte d'Ivoire, un débouché intéressant en pleine croissance avec une abondance de ressources naturelles, principalement agricoles. La production aujourd'hui ne fait plus défaut en Côte d'Ivoire. Ce qui fait défaut, c'est sa transformation. Et là, je voudrais vous dire qu'à plus d'un titre, le gouvernement de mon pays est intéressé par cette problématique. Message reçu 5 sur 5 par le Royaume des Pays-Bas qui, en marge du salon, a inauguré un programme de développement des secteurs fruits et légumes appelé Hortifresh. Je suis très heureux qu'aujourd'hui l'équipe d'Hortifresh soit ici pour présenter le projet et surtout la possibilité de financement pour les entreprises ivoiriennes de fruits. Ce programme, destiné à accroître la compétitivité de la production agricole sur le marché d'exportation régional et européen, comprend la mangue, la papaye, les noix de coco, les pastèques, le melon sucré, le fruit de passion ainsi que les agrumes. Ce sont des filières pour lesquelles nous avons vraiment un potentiel, comme vous l'avez dit, mais ce potentiel, pour qu'il puisse être exploité de manière pleine et entière, il faut lever un certain nombre de freins et l'un de ces freins, c'est le financement. De 12 millions de tonnes en 2012, la Côte d'Ivoire est passée à 24 millions de tonnes, toutes spéculations agricoles confondues. Toujours en Côte d'Ivoire et on s'intéresse à présent à la filière cajou. Le secteur de la transformation de l'anacarde est de plus en plus porté par des équipementiers nationaux. Ils ont participé récemment au Salon international des équipements et technologies de la transformation de l'anacarde, le CIETA. EcoPlus, c'est avec Noagnagno Sakalo. Gadouin, chef-lieu de sous-préfecture. Nous sommes à 45 km de Gonaté sur l'axe Daloa-Yamsoukro. Ici est installée depuis août 2018 une unité de transformation de cajou à dimension humaine. Les employés au décortiquage des noix de cajou sont assis comme dans un grain, c'est-à-dire l'espace de rencontre conviviale pour approfondir les connaissances en islam. D'où son appellation grain de décortiquage du cajou. Bamba Loseni, secrétaire général de la société coopérative de Daloa, tâte ainsi une expérience. Comme nous sommes ici en coopérative, nous avons voulu apporter un plus au rendement de nos agriculteurs. Et cette unité nous permet d'être plus proches de nos producteurs, raison pour laquelle nous avons voulu ces petites unités,
Avec ces petites unités, nous sommes en mesure de les installer dans toutes les sections que nous avons. Capacité de transformation de l'unité, 300 kg dans la carte par jour. Elle fait travailler une dizaine de jeunes de la localité. 6 à l'intérieur chargés du décortiquage des cajous et 4 autres à la cuisson et au séchage à l'air libre des noix. Cette unité fait la joie des producteurs pour son avantage socio-économique. On a beaucoup d'enfants qui travaillent dedans. Les enfants travaillent la journée, à peu près 10 personnes qui travaillent la journée. Et puis 8 travaillent la nuit, jusqu'à 23 h. Et puis on descend, matin on reprend à 6 h du matin. Quelqu'un qui veut apprendre à décortiquer ces petits équipements, après 3 jours maximum, il maîtrise. Et sa capacité peut passer de 30 kg par jour jusqu'à 50 kg, voire même 80, c'est-à-dire un sac de 80 kg. Et ça, c'est un avantage. En termes de lutte contre la pauvreté, en termes de création d'emplois, les grandes unités sont difficilement mobilisables pour le commun des mortels. Il faut des capitaux assez importants, alors que ces petites unités sont abordables et faciles à manipuler. Et la connexion avec le marché aussi est très simple. Bamba Loseni ambitionne d'acheter d'autres unités pour coller aux préoccupations des producteurs. On veut une machine là complétée à 10, parce qu'il y a trop d'anacards ici. Les planteurs sont satisfaits, ils sont contents. Ils me demandent encore d'autres unités pour encore venir créer plus d'emplois au niveau du village. À la tête de l'équipe des concepteurs du transfert de cette technologie, Bakayoko Aboubakar, ingénieur industriel. Plusieurs ingénieurs qui ont vraiment refusé de travailler dans des meetings nationales et qui ont travaillé sur ce projet pour pouvoir offrir à la Côte d'Ivoire la meilleure technologie de transformation de l'anacarde en tant que premier pays producteur de noix de cajou au monde. Pour ce processus de transformation de l'anacarde, Aboubakar et son équipe ont conçu toutes les composants de la chaîne de transformation du cajou. Ce processus part de la calibreuse au dépelliculage en passant par la fragilisation, la chaudière pour alimenter le fragiliseur, le fragilisateur, les différents types de décortiqueuses en fonction de la bourse des investisseurs, le séparateur une fois la noix décortiquée, enfin la machine qui sert à la classification des noix. Nous, on a 3 produits. On a ce qu'on appelle le grain de décortiquage qui est adapté aux coopératives, dont le coût d'investissement se situe dans l'ordre de 5 millions. On a aussi les unités moyennes, parce que l'anacarde, on peut faire 1 tonne par jour, on peut faire 10 tonnes par jour, on peut faire 50 tonnes par jour, comme on peut faire 100 tonnes par jour. Mais si 10 coopératives font chacun 100 tonnes par jour, ça permet d'avoir 1 tonne par jour. Donc on a fait des équipements vraiment qui répondent à cela. Ces décortiqueurs de 20 kg à l'heure, c'est pour les petites unités. Et ce décortiquage qui fait 100 kg à l'heure pour une tête de décortiquage, c'est pour les grandes unités. Et on a les grains aussi qui sont adaptés aux coopératives. On peut affirmer qu'une bataille est gagnée. Le transfert de technologie avec son impact économique et financier. Le vrai problème que nous avons dans le secteur, c'est vraiment les pièces détachées et les réparations des machines. En plus des coûts qui sont élevés quand ça vient de l'extérieur, compte tenu des droits et TVA acquittés à l'entrée. Aujourd'hui, si c'est fait localement, nous n'aurons pas vraiment les frais de transport et autres, et ça va nous revenir nettement moins cher. Et nous aurons les réparateurs sur place, nous aurons les pièces détachées sur place, ce qui n'est pas le cas quand ça vient de l'extérieur, où il faut payer d'abord avant que ça ne vienne. Mais il reste la guerre, celle de la compétitivité et la performance de ces équipements. Nous osons croire que les équipementiers locaux pourront faire des équipements de même qualité que les équipements qui viennent de l'extérieur. Parce que si ce n'est pas le cas, nous serons obligés de repartir vers l'extérieur. Et le challenge pour eux, c'est là de nous convaincre qu'ils peuvent faire mieux, sinon autant que l'extérieur. Sur ce tableau, Bakayoko et son équipe rassurent. Nous fabriquons les machines localement et en même temps aussi, on fabrique toutes les pièces localement aussi. Et lorsqu'on fournit une usine, on leur donne un certain nombre de kits de pièces de rechange pour qu'ils puissent travailler sans arrêt. Et nous avons des pièces que nous fabriquons localement ici, et la machine et les pièces de rechange. Quand on achète un équipement et qu'on n'a pas servi de maintenance, 6 mois après, on n'a plus une usine. Mais lorsqu'il y a la maintenance, l'équipement peut faire à une durée de vie de 10 ans. Donc nous avons des techniciens qui sont disponibles 24 heures sur 24 heures pour pouvoir accompagner les usines sur tout ce qui est maintenance préventive et maintenance curative. Mais nous mettons beaucoup d'abord notre accent sur la maintenance préventive pour nous. Il ne faudrait pas qu'une usine soit en arrêt pour venir la réparer, mais il faut pouvoir faire les actions pour que les pannes ne puissent pas intervenir. Et les compétences existent. C'est ici que se trouve tout le sens de l'appellation du CIETA 2018 baptisé le Salon de la Transition où les retours aux réalités sont toujours possibles. Le vœu, c'est que cette transition débouche sur du définitif. C'est le prix à payer pour gagner la guerre de la transformation
après avoir relevé le défi de la production. Premier producteur mondial de cajou avec plus de 700 000 tonnes en 2017. Le taux de transformation actuel est d'environ 10%. Le gouvernement ambitionne de le porter à 50% en 2020. C'est l'autre match que la Côte d'Ivoire va certainement gagner parce que impossible n'est pas ivoirien. La surcharge des poids lourds, problème récurrent dans le transport routier en Côte d'Ivoire. Pour endiguer ce phénomène, le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport organise une campagne de sensibilisation dans tout le pays. Tout de suite, l'étape de San Pedro avec Sam Conan. Non à la surcharge, peut-on lire sur des t-shirts. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en campagne d'information et de sensibilisation à travers le pays. Après les régions du Poro et du Beké, la délégation conduite par Diaby Ibrahim a eu une séance de travail avec les transporteurs, les commerçants et les représentants des associations de consommateurs à la salle Rotary de San Pedro. La réorganisation du secteur et la tenue très bientôt des états généraux du transport ont été évoqués au cours de cette rencontre. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de nous approprier le règlement 14 de l'UEMOA, qui a été donc mis en place par nos pays, et de faire en sorte que les camions qui circulent désormais sur nos routes puissent circuler avec des poids normalement chargés pour que, in fine, la vie du conducteur soit protégée, la vie du matériel roulant soit protégée et la vie du réseau routier soit protégée. Il y a des projets de réhabilitation du tronçon Soubré-San Pedro qui sont là. Et nous voulons ici saluer cette démarche gouvernementale qui vise aujourd'hui à réhabiliter nos routes et à reconstruire nos routes. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de tout faire pour que ces efforts gouvernementaux ne soient pas anéantis par les surcharges des camions que nous avons. Si l'État dit d'annuler les surcharges, on est entièrement d'accord, mais on voudrait aussi que l'État mène un bon goudron entre Abidjan et San Pedro, pour que les gros camions et les cars roulent normal. La délégation est allée visiter la nouvelle station de paysages de San Pedro qui va être inaugurée par le Premier ministre dans les tout prochains jours. Religion, revenons à présent sur la célébration du Maoulid 2018 en Côte d'Ivoire. La naissance du prophète Mahomet a été commémorée dans la nuit du 19 au 20 novembre dernier. Guides religieux et population ont prié avec ferveur. Tout de suite, l'exemple de Bouaké dans le centre et à Noumaba dans l'est du pays. Pour la célébration du Maoulid, commémoration de la naissance du prophète Mohammed, les populations d'Anoumaba, dans le Moronou, n'ont pas lésiné sur les moyens. La journée débutée par l'immolation des bœufs a réuni les fils du village et fidèles musulmans. Après le partage du repas, les imams, Diallo, Camara, Kaboré, avec les fidèles musulmans, ont procédé à des prières et des invocations en faveur du prophète, mais aussi pour la paix et la prospérité de la Côte d'Ivoire. À l'instar de tous les musulmans du monde, la population d'Anoumaba fête le Maoulid chaque 12 de Rabia al-Hawal, 3e mois de l'année musulmane. À la mosquée Salam, au quartier de l'habitat de la caisse de Bouaké, Kone Yaya a fait un large tour d'horizon de la vie exemplaire du prophète Mahomet sur terre. L'imam a rappelé que le prophète doit être un modèle identitaire de tout musulman. Le musulman, quant à lui, doit, dans son comportement de tous les jours, respecter ce que le prophète a dit. Le guide religieux a invité les Ivoiriens à toujours prier pour la stabilité et la paix dans le pays. Au quartier Kamonoukro, c'est la place publique qui a servi de lieu de célébration de l'anniversaire du prophète Mahomet. Ils sont venus de plusieurs villes du pays pour recevoir les enseignements sur la vie de celui qui a été choisi par Allah pour envoyer l'islam comme la dernière version de sa volonté sur la terre. Cheikh Zakaria Kone s'est servi de ce moment de souvenir et de reconnaissance pour appeler la jeunesse musulmane à vivre selon les prescriptions de l'islam. Les prières ont été adressées à Allah pour la paix en Côte d'Ivoire. Prière pour la paix aussi à la mosquée Taha, quartier Air France 2, cette nuit du Maouloud. L'imam Makama Ouattara a édifié les musulmans sur la fraternité et l'amour en prenant pour repère le prophète de l'islam. Diara Ibrahim a appelé les musulmans à imiter le prophète Mahomet dans le sens réel de ses actions. L'imam de la mosquée du Bas-Fond du quartier Dar es Salaam est revenu sur les faits marquants de la vie du prophète de l'islam. Pour le guide religieux, chaque musulman doit améliorer son comportement pour se rapprocher de celui de Mahomet.
Lecture du Coran, invocation et cantique à la mosquée du quartier municipal cette nuit du Maouloud. Une occasion pour l'imam Doumbia Mouri d'exalter les bonnes œuvres du prophète Mahomet. Question de renforcer l'éducation des musulmans en l'islam. Maoulid 2018 dans le district d'Abidjan. Les fidèles musulmans ont également écouté attentivement les sermons des guides religieux. Le point avec Franck Quadio. La date anniversaire de la naissance du prophète Mahomet célébrée dans le district d'Abidjan. Koumassi, les fidèles sont exhortés par Mama Konaté à s'approprier les enseignements du Saint-Homme afin de mieux bénéficier des bienfaits de ce monde et espérer un meilleur au-delà. À Bobo, une autre commune, la célébration de la nativité du messager d'Allah a permis de mettre l'accent sur la générosité, un trait caractéristique du prophète relevé par l'imam Sogodogo. Un peu plus loin, au Banco 1, le Cheikh Sanogo a quant à lui insisté sur le pardon et la tolérance, dont des soins, amour du prochain, prêche et sermon, mais aussi des prières, une célébration du Maoulid pleinement vécue. Et dans le cadre du Maoulid 2018, un pèlerinage a été organisé à Kelendjan, dans la région nord du pays. De nombreux fidèles musulmans venant du Kabadougou, du Folon, de Becker et du Goa ont prié avec dévotion dans ce lieu. Les détails avec Walter Amadou Ouattara. Mariam et Issouf, deux fidèles musulmans, ont quitté très tôt San Pedro où ils exercent pour Madinani. On est quitté à San Pedro à 6 heures. On va à Madinani, on veut faire rapidement pour qu'on arrive là-bas vite. Jusqu'à 18h, 19h, il faut qu'on arrive. Pour accompagner les gens qui vont à Maulid, on fallait faire bénédiction pour les parents, pour tout le monde. Pourquoi nous partons célébrer le Maoulid? C'est pour aller faire des bénédictions pour nos enfants, pour nos parents, pour nos défunts et pour tous les Ivoiriens. Aussi pour la paix, la prospérité et la santé. Chaque année, c'est le même scénario. Il faut bonifier les bénédictions, tout en gardant de bons contacts spirituels avec Allah. Une opportunité pour les transporteurs qui en tirent profit. Ça marche, tout le monde s'en va, bon, on fait ça très bien. Bon, et puis on se retourne. Vous pouvez faire combien de tours comme ça? 3 tours. Dans les régions du Folon et du Kabadougou, les convois venus des autres villes du pays convergent à Kelendjan, un lieu dit saint. Des milliers de croyants s'y rendent pour prier Allah et solliciter l'intercession du cheikh El Hadj Matien Boaké Samassi. Parce qu'il a dans ton cœur, quand tu arrives là-bas, bon, lui-même te demande, tu viens pourquoi? Quand tu t'expliques seulement, c'est fini. Donc, il va faire ça pour toi là. Arrivé à ton retour d'Abidjan, là, Dieu fait ça pour toi. C'est un don de Dieu pour avoir un homme comme ça, comme Cheikh Matien Boaké, faire son doigt. Alors, tu vas avoir un changement dans ta vie quelque part. Voilà, c'est pourquoi chaque année, nous, on est motivés pour venir auprès de lui, pour venir chez eux de bénédiction. Le vieux, c'est un cheikh, c'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui adore le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est le propagateur de la Dalal Kariat à travers le monde. Donc nous faisons une retraite à partir du premier jour du mois lunaire, du mois de Maouloud, jusqu'au 11e jour. Il y a une retraite spirituelle chaque année depuis les 23 ans. Pour les talibés, nous attendons environ 1500 à 2000 talibés chaque année, de divers horizons, du Mali, de la Sierra Leone, du Burkina. Aujourd'hui, je peux estimer à près de 30 000 personnes sur le sol de Kelendjan. Le budget n'est pas moins de 50 millions. C'est le comité d'organisation qui prend tout en charge, tout ce qui se passe dans le village. Voilà. Même il y a eu une séance de vaccination contre la méningite 2012 pour tous les talibés. Pour cette 23e édition, plusieurs cadres et autorités politiques ont fait le déplacement. Tous disent avoir prié pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire. Parvenir à lire le Dalal Kaira autant de fois, ce sont autant de bénédictions non faites pour Kelendjan, faites pour Samadila, faites pour le district du Denguélé, mais également faites pour la Côte d'Ivoire et faites aussi pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et le gouvernement dirigé par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ce que je retiens, c'est que Dieu nous a fait à son image et que nous devons aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. Le Tout-Puissant lui-même dit que c'est le prophète qu'il a aimé plus que tout le monde. Et il nous demande
de toujours faire des prières pour le prophète. Donc c'est ces prières que nous sommes venus faire. Le Mawlud est une occasion, une opportunité de rencontre. De nombreuses délégations venues des pays frontaliers ont également pris part au pèlerinage de Kelendjan dans le département de Samatigila. Enfin, un nouveau dirigeant pour l'Organisation internationale de police criminelle. Le Sud-Coréen Kim Jong-yang a été élu aujourd'hui président d'Interpol. C'était lors de la 87e Assemblée générale de cette structure à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Voilà, merci de nous avoir suivis.